Allez, bonjour et bienvenue sur universimu.com pour un tuto très basique sur l'usage des premiers pas qu'on va faire avec le Giants Editor 9. Le Giants Editor 9 est dédié à Farming Simulator 22. Vous ne pourrez pas, avec un précédent Giants Editor, donc la version 8, ouvrir les fichiers de mode de Farming Simulator 22, ni même créer des mods pour Farming Simulator 22. Et inversement, avec le Giants Editor 9, vous ne pourrez pas créer des mods pour Farming Simulator 19. Alors, dans ce tuto, qui va être très basique, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est vraiment un tuto de base pour ceux qui n'ont jamais touché un mod, ouvert un i3D, et ni même téléchargé le Giants Editor. Alors, on va commencer justement par ça, par le téléchargement du Giants Editor. Pour récupérer la dernière version, il faut vous rendre sur le site, je vais vous mettre le lien en description, gdn.giants-software.com. Donc vous arrivez sur une page où on va vous demander de vous inscrire. Donc moi je suis déjà inscrit et enregistré, connecté. Donc une fois que vous allez être connecté, vous allez avoir le petit onglet ici Download qui vous permettra de récupérer la dernière version. Pensez toujours à aller la chercher ici et pas ailleurs, parce qu'au moins ici vous êtes sûr d'avoir une version non buggée, non modifiée. Et surtout, vous aurez la dernière version. Vous vérifiez bien la date. Là, par exemple, je vais prendre le Giants Editor 9.0.2 qui date du 21 décembre. Sachant qu'il y a déjà eu donc deux versions. Une version, puisque je crois qu'on a commencé directement avec la 9.0.1. Donc n'allez pas récupérer cette version-là, puisque c'est une ancienne version qui est buggée. Alors, une fois installé, vous allez vous retrouver avec un petit logiciel comme ça qui va vous permettre d'ouvrir des fichiers i3D. Alors des fichiers i3D, pour ceux qui ont déjà ouvert un zip d'un mod, je vais vous montrer par exemple le zip d'un mod. Donc là j'ai décompilé par exemple ma Ben Cargo pour Farming Simulator 22 dans le répertoire FS22 Cargo XK18. Donc j'ai tous ces fichiers là. Donc il y a des fichiers XML, il y a des fichiers i3D. Le fichier XML va permettre de faire le lien entre le fichier i3D qui est mon modèle 3D et le moteur du jeu. Donc tout le lien passe par l'XML, y compris sur certains modes, même les couleurs, le codage des couleurs. Alors je vais avant d'ouvrir mon fichier de Ben vous montrer vite fait l'interface du Giants Editor. Alors par défaut il s'ouvre sur trois volets. Donc il y a le volet de gauche, le volet central qui est la vue de la 3D et le volet de droite. Le volet de gauche, c'est ce qu'on appelle le scene graph. Le scene graph montre la hiérarchie de votre objet 3D. Vous allez le voir tout à l'heure quand je vais ouvrir la Ben Cargo, vous avez toute une hiérarchie. Alors l'idée ici, c'est pas de modder ou de vous dire comment est fait un mode, ça fera l'objet d'autres tutos, mais c'est vraiment de vous montrer comment est agencé un mode au sein d'un i3D et puis comment on manipule en fait un i3D. Donc la vue centrale, c'est le viewport, donc votre vue. Alors, contrairement à certains logiciels 3D, le Giants Editor n'a qu'une seule vue. Vous n'avez pas plusieurs vues, vous ne pouvez pas vous amuser à avoir un système à 4 vues. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais bon. Donc il va falloir apprendre à naviguer en fait là-dedans. C'est un petit peu l'objet de ce tuto-là, puisque il y en a beaucoup qui m'ont dit que le Giants Editor était compliqué à prendre en main. La fenêtre de droite, donc là-dedans, vous allez pouvoir mettre plusieurs fenêtres. Là par défaut, j'ai des attributs. Ce que je vous conseille d'emblée, c'est d'ouvrir ici dans le petit onglet Window, de mettre le Material Editing. Ce petit volet là va vous permettre de modifier notamment tout ce qui est texture sur un modèle 3D. Alors je vais l'ouvrir cette Ben Cargo. Donc j'ai glissé, alors vous avez vu que j'ai glissé l'i3D, hein, j'ai pas ouvert un autre fichier, c'est bien le fichier avec le gros logo Giants jaune qu'il faut ouvrir et pas un autre. Alors mon fichier i3D, le voici. Alors par défaut, souvent la vue du mode est éloignée. Vous pouvez le sélectionner et appuyer sur la touche F. La touche F permet, donc c'est un raccourci vraiment à connaître, la touche F permet de recentrer la vue sur l'objet sélectionné. Si par exemple je sélectionne ma béquille sur ma benne, je la sélectionne, j'appuie sur F, tac, je vois ma béquille en grand. Alors là, vous me voyez zoomer, dézoomer. Il y a deux choix. Soit vous le faites avec la molette de la souris, mais c'est très lent. Soit vous le faites avec le clic droit de la souris. Mais le clic droit de la souris, par défaut, il fait une rotation sur lui-même de la caméra, sur elle-même. Si vous voulez avoir la vue, la zoom avant-arrière, il faut maintenir la touche Alt. La touche Alt permet de bouger
de haut en bas, d'avant en arrière, votre caméra. Il y a une autre touche à connaître. Donc, si je lâche, donc je suis en rotation. Si j'appuie sur Alt, je suis en zoom. Et il y a le pan, donc ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire un déplacement latéral de ma caméra. Ça, vous allez l'avoir en maintenant la touche Alt et en maintenant le bouton central de votre souris. Là, je peux bouger. Donc en gros, si je veux aller sur l'arrière de mon mode, je fais ça. Je peux en gros... mettez-vous en tête qu'il faut garder tout le temps le doigt quand vous voulez déplacer la caméra sur la touche Alt. Vous mettez votre pouce sur Alt. Le clic gauche vous permet de tourner. Le clic central de bouger. Et en latéral. Et le clic droit de faire avant-arrière. Voilà, donc on peut bouger comme ça. Alors, le Gens Editor est un logiciel un peu capricieux au niveau, par exemple, de la sélection. Alors, vous pouvez faire une sélection par objet, mais des fois, vous voulez, par exemple, sélectionner la vitre qui est là devant. Hop, voilà, ça sélectionne la caisse entière. C'est pas un logiciel qui est très très précis. Donc, il va falloir passer par une sélection via le Scene Graph ici. On va en parler un petit peu après. Vous pouvez d'ailleurs faire une sélection multiple depuis le Gens Editor 9, c'est-à-dire faire une sélection comme ça, juste de ce qui vous intéresse. Donc là par exemple j'ai pris la caisse et les Reos. Voilà pour la vue, ça c'est vraiment le truc le plus important. Après en autre petit, si vous trouvez que la caméra bouge trop vite quand vous bougez, il faut modifier ici en bas, il y a un petit paramètre avec marqué Nav Speed 1 plus moins. Nav Speed 1, c'est que pour l'instant je suis à la vitesse la plus basse de déplacement. On peut avec la touche plus et moins du pavé numérique augmenter ou réduire cette vitesse. Donc par exemple je me mets en Nav Speed Nav Speed 15, regardez le moindre petit mouvement de souris et là ça bouge énormément. Donc moi pour être précis quand je fais des modes, quand je fais des véhicules, pour essayer d'être précis dans mes déplacements, je me mets en Nav Speed 1. Donc j'appuie sur la touche moins pour avoir la petite valeur ici en bas la plus basse possible. Et là, je peux me déplacer de manière un peu plus précise. Alors, on va parler un petit peu de la hiérarchie. Quand on fait un mode, on a besoin de hiérarchiser les pièces. Par défaut, on a un composant de base, qui est souvent une collision. Et dedans, on vient empiler les pièces. Par exemple, au parlant de hiérarchie, mes Reos ici sont dépendantes de la caisse. C'est-à-dire que si je fais pivoter la caisse, les Reos suivent. C'est parce qu'il y a une hiérarchie. Alors, si je prends ce que je vais faire, regardez, je vais juste vous montrer un petit peu. Je vais prendre la caisse seule. Je vais la dupliquer. Voilà, donc là j'ai dupliqué ma caisse. Et je vais dupliquer également mes Reos. Donc je fais un CTRL-C, CTRL-V, tout bête. Et paf, il vient me coller ça ici. Alors je vais pousser ça. Je vais réduire. Voilà. Donc là, j'ai ma caisse d'un côté et j'ai des Reos de l'autre. Donc là, regardez au niveau de la hiérarchie, la caisse n'a rien. Les Reos, elle a une hiérarchie puisque dans ma Reos, j'ai également mes collisions. Alors, je vais les supprimer pour le moment, c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment placer un objet dans un autre. Eh ben, c'est tout simple. Vous avez votre Reos, vous la déplacez, vous la calez correctement. Une fois que vous jugez qu'elle est bien calée comme il faut, vous faites soit un copier-coller, enfin un couper-coller dedans, mais ça je vous le déconseille, surtout si votre objet est bien placé comme ça. Si votre objet est bien placé, vous prenez le clic central de la souris, vous cliquez dessus et vous déplacez dans l'objet que vous voulez, dans lequel vous voulez le mettre. Donc là, par exemple, mes Reos, je vais les déplacer dans la caisse. Tac. Donc là, mes Reos n'ont pas bougé. Ma caisse, elle est avec les Reos intégrés. Donc si je fais une rotation de ma caisse, je fais une rotation des Reos. Alors pourquoi j'ai fait avec le clic central de la souris? Parce que chaque objet dans Gens Editor a des coordonnées. Des coordonnées que vous pouvez lire sur la partie droite ici. Des coordonnées en translation, en rotation et en échelle. Donc là par exemple ma caisse, elle est en échelle 1, 1, 1, elle n'a pas de rotation. Et elle a une translation, c'est-à-dire que son point de pivot sur le monde, là, sur l'environnement de Gens Editor, il a les coordonnées, alors c'est en mètres, 4, 1, moins 3.
Donc -3 en latéral. Hop. Voilà. Donc ces coordonnées-là, si je prends ma Reos et que je viens faire un copier et que je colle dans ma caisse, les coordonnées de ma Reos, c'est-à-dire là, elle a le point de pivot de mes Reos est à 4 mètres du sol, en gros. 4 mètres du sol, 4 mètres en latéral. Mes coordonnées vont être additionnées à ceux de ma caisse. Donc regardez, si je fais un copier et que je colle dans ma caisse, bam, voilà, mes Reos, elles se sont barrées, on sait pas où. Donc elles se barrent, carrément. Moi, je veux pas ça. Je veux que ma Reos reste à sa place et que le Giants Editor calcule les coordonnées nouvelles. Donc ça va me changer le translate X, Y, Z de mes Reos pour être au même endroit. Regardez ce qui va se passer si je glisse mes Reos dans la caisse. Mes Reos n'ont plus du tout les mêmes coordonnées. Il a adapté. Donc ça, c'est un truc qui est bon à savoir quand vous commencez à manipuler les objets, parce que quand vous importez votre 3D, si elle est pas hiérarchisée, moi personnellement, je hiérarchise pas mes modèles 3D dans 3ds Max, je les hiérarchise dans le Giants Editor. Par contre, je les mets en place. Donc je les mets en place et ensuite, avec la touche, le clic central de ma souris, je viens agencer mon fichier 3D dans le Giants Editor. C'est une solution. Chacun fait à sa sauce. Alors, par défaut aussi, vous remarquez que c'est très peu éclairé. Quand vous importez un modèle 3D, il y a peu d'éclairage dessus. Il y a un raccourci clavier qui est bon à savoir quand vous commencez à travailler sur vos i3D pour bien voir. C'est CTRL-L pour créer une light. Voilà, donc ça crée un éclairage. Là, vous le voyez, l'éclairage, il est au centre. Alors, vous allez me dire, on ne voit pas l'éclairage. C'est normal. Pour voir les éclairages, il faut faire un clic droit à l'intérieur ici de votre vue et vous mettez Show Lights. Là, vous la voyez, la light. Vous voyez d'ailleurs toutes les lights du véhicule. Les lights sont symbolisées par un cône jaune ou par une sphère jaune. Donc là, ma light, voilà, vous voyez que je peux l'orienter. Et je peux même en créer une deuxième. Alors c'est un peu flashy, mais au moins ça permet de voir un petit peu tous les défauts quand vous faites un mode. Voilà, là j'ai créé 2 lights. Alors ces lights, par défaut, je crois qu'on ne peut pas les sélectionner. C'est-à-dire que si je clique là sur une des lumières, par exemple, de ma benne, je ne peux pas les sélectionner. Pour pouvoir les sélectionner et les déplacer, il faut que je fasse un clic droit encore une fois et que je mette ici en Selectable Light. Là, si je clique sur une light, voilà, là, j'ai bien une light de sélectionner et que je peux déplacer. Bon, ça c'était un peu la petite parenthèse CTRL-L. Le but, c'est pas du tout de vous faire un tuto sur les lights. Hop. Alors, vous avez vu d'ailleurs au passage que quand je sélectionne un objet, il y a une petite sphère avec 3 flèches qui apparaissent. 3 flèches et 3 points. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça sert. Je vais prendre ma caisse ici et je vais la déplacer. Alors, si je veux la déplacer, par défaut, le point que vous voyez là, c'est le point de pivot. C'est-à-dire que si je veux faire pivoter ma caisse, il faut que je mette mon curseur sur l'axe. Attendez, je vais juste faire un truc. Par contre, c'est que les lights, elles sont bien gentilles, mais elles polluent vite le visuel. Donc, je les ai masquées. Alors, donc ma caisse, quand je la sélectionne, j'arrive sur le point de pivot. Le point de pivot, il est symbolisé donc par le point ici, les axes et la sphère. Donc la sphère avec 3 axes. Pour faire pivoter ma caisse, il suffit juste que je place mon curseur sur l'axe de rotation que je veux. Là, vous le voyez, il passe au jaune. Quand je passe dessus, si je le mets en jaune, c'est qu'il est activé. Là, je clique et je peux pivoter. Je peux manipuler mon objet comme ça. Vous voyez au passage que les coordonnées sur la partie droite, ici, sont modifiées. J'ai un rotate X qui commence à bouger, en positif ou en négatif. Pareil pour la translation, si je veux déplacer ma caisse, ce sont non plus maintenant les cercles, ça va être les flèches. Et je peux déplacer mon objet comme ça. Alors il reste un autre paramètre qui est l'échelle. L'échelle, ce n'est pas avec les petits arcs de cercle ou les flèches, c'est avec les points. Au bout d'un axe, vous avez toujours un point. Par exemple, si je regarde mon axe ici, le bleu,
si je veux faire une échelle dans le sens de cet axe bleu, il faut que je me mette sur le petit point ici. Et là, hop, je peux déformer ma 3D. On peut faire de l'accordéon avec la caisse Provodis, et pas de problème. Alors attention quand même, c'est que si vous appliquez une échelle ou une translation ou une rotation à une partie de votre 3D, tout ce qui va aller à l'intérieur, donc là par exemple mes Reos, bah, tout est impacté en fait. Je ne fais pas qu'une déformation de ma caisse, je fais aussi une déformation des Reos. Tout ce qui est dedans est impacté. Donc faites attention à ça. Si vous avez besoin de travailler uniquement sur la caisse, par exemple pour la déformer, bah, pensez à sortir à ce moment-là la Reos. Hop, voilà. Donc là j'ai ma caisse toute seule, je peux la déformer et les Reos ne suivent pas. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. C'est vrai que c'est un peu compliqué la première fois qu'on se sert du GNC Editor. Bon, encore une fois, c'est un tuto, ça demande pas mal d'heures avant de l'avoir bien en main, hein, le GNC Editor. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dessus ? Il y a un truc qui est hyper utilisé sur le GNC Editor, ce sont les transform groups, les groupes de transformation. Si vous regardez bien la hiérarchie de ma benne, là, vous voyez qu'il y a des petits cubes violets. Les petits cubes violets, c'est de la 3D. Donc c'est un maillage 3D. Par exemple, si je clique sur ma benne, ici sur la caisse, on voit bien que j'ai la caisse qui est un maillage 3D. Et si vous regardez bien, il y a un autre petit symbole ici, un petit carré, un triangle et un rond. Par exemple, ici, j'en ai un qui s'appelle roue. Roue arrière gauche, roue arrière droite, roue avant gauche, roue arrière droite. Et là, vous me dites, bah oui, mais il n'y a pas des roues. C'est normal, ce sont des points. Ce qu'on appelle des transform groups. Pour les créer, ces points, il faut aller ici dans Créer, Transform Group. Transform Group, c'est hyper important. C'est une des bases du fonctionnement de Farming Simulator, puisque Farming Simulator, pour faire la liaison entre votre 3D, enfin votre fichier i3D et le moteur du jeu, il va utiliser un XML. L'XML va définir un petit peu par rapport au placement des transform groups ce que vous allez placer. Par exemple ici, mes roues. Ma roue arrière gauche, hop, on va aller là. Ma roue arrière gauche sur la benne cargo, elle est ici, sur le point. Vous voyez qu'il y a un point qui est placé. Je peux tourner autour, il est bien au bout ici de mon essieu, avec des coordonnées et ce qu'on appelle un index, ici. Roue arrière gauche, il est placé avec un index. Si je vais dans mon fichier XML, ici, cargo, hop, je peux, si on regarde bien dans les balises, voir que, alors moi j'utilise les index en direct, c'est-à-dire que là, ma roue arrière gauche qui avait un index, alors oui j'ai fait un truc qui allait pas, hop, on va faire ça, j'ai modifié un petit truc. Ma roue arrière gauche par exemple qui est à l'index 0, 0, 0, 0, si je vais dans l'XML, j'ai bien ici une roue placée à l'index 0, 0, 0, 0. Voilà à quoi servent notamment les transform groups. Après, ce sont des points fictifs. Ça peut vous permettre aussi de regrouper. Par exemple, vous voyez que mes 4 roues là sont regroupées dans un autre transform group qui s'appelle roue, tout simplement. Alors, pourquoi j'ai mis ça ? Je n'étais pas obligé de le mettre. C'est juste que c'est plus facile en fait pour se repérer. Je sais que mes roues sont dans un premier transform group ici accroché à l'essieu, au châssis. Et dedans, je vais trouver mes 4 roues. Les transform groups, ça sert principalement à ça, regrouper ou faire des points de référence. Les points de référence, c'est ce qui va vous servir après à placer différents objets dans les XML. Si par exemple, je regarde sur les flexibles de la cargo ici, donc le flexible de la cargo, donc j'ai la partie 3D qui est symbolisée par le petit cube violet, et dedans j'ai un transform group qui dit quoi ? Qui est orienté, regardez un peu comment il est. Il est au bout du flexible avec une orientation bien précise. Et ça, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que mon raccord hydraulique. Voilà, de toute façon, tout ce qui est transform group, je pense que ça mérite un tuto entier parce que l'usage des transform group est hyper important. Ça peut pas juste faire l'objet d'une vidéo de 5 minutes.
C'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser dans le GNS Editor pour pouvoir hiérarchiser correctement son document et pour surtout pouvoir se repérer les différents placements d'objets dans l'espace. Là, vous voyez que ce que je vous disais tout à l'heure, il y a bien une orientation bien particulière. Par exemple, pour les raccords hydrauliques et électriques, c'est l'axe bleu qui compte. Pour les phares, c'est l'axe vert, etc. Chaque objet de la bibliothèque de Farming Simulator a une orientation à utiliser. Voilà, maintenant, tout ce que je peux vous dire par rapport au GNS Editor, c'est essayer de vous faire la main. Vous pouvez ouvrir des modes, vous les dézippez, vous les ouvrez, vous pouvez sélectionner un petit peu, regarder un peu comment ça marche, regarder un petit peu dans les menus aussi. Vous pouvez mettre le GNS Editor en français au passage. Moi, je l'ai laissé en anglais parce que j'ai l'habitude de l'avoir en anglais. Le GNS Editor 9 peut se franciser, mais bon, après, on a eu des bugs sur les premières versions, c'est pour ça que je suis revenu sur la version anglaise. Vous pouvez également créer plein de petites choses, des sources audio, si vous voulez déclencher une musique sur votre benn, quand vous vous approchez de votre benn, c'est ici, créer, source audio. Vous pouvez créer des caméras, des lights, donc les transform groups. Vous avez des formes primitives, cube, plane, sphère, cylindre, cône, pyramide. Voilà. Essayez de regarder un petit peu comment ça fonctionne tout ça, comment ça fonctionne ici les coordonnées, comment vous pouvez par exemple changer la couleur d'une benn. La couleur d'une benn, il y a deux écoles. Il y a ceux qui, comme moi, le colorisent directement les outils à l'intérieur. Quand il y a des outils qu'on ne peut pas changer la couleur, moi je fais la couleur directement dans le GNS Editor, alors qu'on peut également le faire dans l'XML. Mais la benn cargo, typiquement, si vous voulez la mettre noire, il suffit juste de la sélectionner, d'aller ici dans Custom Shader, dans Material Editing, bien sûr, Custom Shader, et là vous avez la valeur de la couleur. Donc là elle est en rouge, vert, bleu. Ça, je vous ferai un tuto complet là-dessus, ça ira quand même beaucoup plus vite. Si je veux la mettre en noir, je peux la mettre en noir. Bon, là elle est un peu grise, mais voilà. Voilà, il y a plein de choses à faire. On me demandait aussi les tutos pour les gyros. Alors les gyros, pour le coup, on n'intègre pas les gyros directement, on intègre les gyros avec un transform group orienté sur l'axe vert. Et on le place correctement. Ensuite, on repère l'index et on va repérer les balises dans l'XML pour le gyrophare. Et on lui dit, le gyrophare, il est là. Voilà. Que vous dire d'autre ? Je pense que pour ce premier tuto de base, on va s'arrêter là. Vraiment, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. N'hésitez pas à ouvrir des modes, regardez. Des fois, vous allez ouvrir des modes, vous allez dire, mais je comprends pas, il n'y a pas les textures, il n'y a pas plein de trucs. Alors, ça fera encore une fois l'objet d'un autre tuto, mais vraiment, dézippez toujours votre mode avant d'ouvrir un i3D. Parce qu'un i3D, en fait, est composé de deux fichiers. Le fichier .i3D et un autre fichier qui s'appelle .i3D shapes. Celui-là, il est encodé, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Ça, c'est la partie maillage 3D. Donc, ce sont les données brutes. Et le format i3D, c'est un format, encore une fois, que vous pouvez éditer d'ailleurs avec un bloc-notes, qui vient piocher dans les données brutes ici. Mais vous, avec GNS Editor, c'est bien le .i3D qu'il faut ouvrir. Et il faut qu'il soit dézippé, parce que si vous ouvrez le .i3D directement dans un zip, ça fonctionne pas, parce qu'il va dézipper que le .i3D, alors que le .i3D a besoin également du .i3D shapes. Voilà. Sinon, vous allez l'ouvrir en gros et vous allez avoir que des transform groups dedans et rien d'autre. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce premier tuto vous aura plu, que vous y voyez un petit peu plus clair. Habituez-vous encore une fois à manipuler des objets, manipuler la caméra, c'est le plus important, c'est vraiment de réussir à se bouger dans l'espace du GNS Editor, autour d'un objet, en dessous, regarder partout. Une fois que vous avez ça en main déjà, vous prendrez plaisir en fait, vous commencerez à prendre plaisir à utiliser le GNS Editor. Faites des clics droits partout, regardez dans les menus, fouillez, soyez curieux et vous allez voir que finalement c'est pas si compliqué que ça. Voilà, allez, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, allez-y de votre commentaire si vous avez des questions, sinon je vous donne rendez-vous plutôt sur notre Discord pour les questions modding et je vous dis à très bientôt sur universimu.com. Ciao tout le monde.